Bonjour et bienvenue à cette sixième leçon sur l'utilisation du logiciel GAMS. L'objectif de cette sixième leçon est de familiariser l'utilisateur avec des expressions conditionnelles et aussi sur des commandes avancées d'exécution conditionnelle. L'utilisation d'expressions conditionnelles peut être extrêmement utile, que ce soit dans l'affectation de valeurs à certains paramètres ou même dans la définition d'équations. Par exemple, on pourrait vouloir appliquer des tarifs douaniers seulement sur des produits qui sont aussi produits localement. Il pourrait y avoir des taux de taxation sur le revenu qui dépend de la fourchette de revenus dans laquelle on se situe. Le taux de salaire pourrait dépendre du plus haut niveau de scolarité atteint, etc. Pour introduire une condition, la façon la plus simple est d'introduire un signe de dollar qui est suivi d'une condition logique. Si la condition est respectée ou si elle est vraie, alors l'opération est effectuée. Par exemple, dans l'expression que nous voyons en ce moment, A, signe de dollar, B plus grand que 1,5 égale 2, signifie que la valeur de A sera égale à 2 si B est plus grand que 1,5. En d'autres mots, la syntaxe pour introduire une condition est la suivante. Considérez le terme uniquement dans le cas où la condition logique est vraie. Les conditions peuvent apparaître soit du côté droit, soit du côté gauche d'une affectation ou d'une équation. Lorsque la condition est du côté gauche, l'assignation se fait uniquement si la condition est vérifiée. Par exemple, l'affectation d'une valeur de 2 au paramètre A est effectuée uniquement dans le cas où B est plus grand que 1,5. Sinon, A va garder la valeur qui lui avait été assignée précédemment, et si jamais on avait assigné aucune valeur à A, dans ce cas-ci, A sera égal à 0 si B est plus grand ou égal à 1,5. Lorsque la condition se situe du côté droit de l'égalité, l'assignation est toujours faite, mais la valeur qui va être affectée au paramètre dépendra de si la condition est satisfaite ou non. Par exemple, on a ici une expression qui est similaire à ce qu'on a vu à la diapo précédente. Alors, ce que dit cette expression, c'est que A sera égal à 2 si B est plus grand qu'à 5, et si B est plus petit ou égal à 5, alors A sera égal à 0. Pour mieux illustrer l'utilisation du signe de dollar du côté gauche et du côté droit, considérons l'exemple suivant. Si le paramètre B est plus grand que 1,5, alors A est égal à 2. Dans tous les cas, A sera égal à 5. On peut programmer ces conditions-là de différentes façons. Si on utilise une condition du côté gauche de l'égalité, alors on peut programmer ainsi. Alors ce que dit cette expression, c'est que la valeur de A est égale à 2 si B est plus grand que 1,5. L'indication qui suit dit A est égal à 5 si B est plus petit ou égal à 1,5. Évidemment, les deux conditions ici ne peuvent être... une seule des deux conditions ici peut être respectée en même temps. B est soit plus grand
que 1,5 soit plus petit ou égal à 1,5. Une autre façon d'écrire exactement cette condition est de dire A est égal à 5, puis on révise la valeur de A à 2 dans le cas où le paramètre B est plus grand que 1,5. On pourrait tout aussi bien dire A est égal à 2. Et si B est plus petit ou égal à 5, on révise la valeur de A pour lui assigner une valeur de 5. Les trois façons d'exprimer les mêmes conditions sont exactement les mêmes. On pourrait aussi vouloir mettre la condition du côté droit de la façon qui suit. Supposons tout d'abord que B est plus grand que 1,5. Si le paramètre B a une valeur plus grande que 1,5, alors la première portion du côté droit de l'équation est vraie, et donc cette portion de l'affectation est égale à 2. Évidemment, si B est plus grand que 1,5, la deuxième condition est fausse, et donc cette deuxième portion de l'équation sera égale à 0. En d'autres mots, nous aurons A égale à 2 plus 0, qui est bel et bien égal à 2. Dans le cas inverse, si B n'est pas plus grand que 1,5, alors la première portion est fausse et la valeur donc serait égale à 0, alors que la deuxième portion de l'équation, elle serait vérifiée, donc on assignerait une valeur de 5 à cette deuxième portion du côté droit de l'équation. En d'autres mots, A serait égal à 0 plus 5, ce qui donne bel et bien 5. Si une expression numérique est utilisée comme condition logique, un résultat de 0 sera considéré comme étant faux, donc la condition logique n'est pas respectée, et toute valeur non nulle, tout résultat non nul de l'expression numérique sera considéré comme vrai. Par exemple, si nous utilisions comme condition x moins 5, alors cette expression est vraie pour toutes les valeurs de x, sauf si x est égal à 5. En d'autres mots, si x est égal à 5, l'expression qui figure entre parenthèses ici sera égale à 0 et donc l'expression logique sera fausse. De la même façon, si la condition est seulement x, eh bien, la condition sera vérifiée pour toute valeur de x différente de 0. Voici les opérateurs de relations logiques qui peuvent être utilisés dans nos expressions. Alors, strictement plus petit que peut être exprimé soit par l'utilisation des lettres LT, qui signifie less than, ou bien par le signe plus petit que. Les deux expressions ici sont exactement équivalentes. Notez que les expressions ne figurent pas ici entre guillemets. De la même façon, plus petit ou égal peut être représenté soit par les lettres LE pour less or equal to, ou bien par la combinaison des signes plus petit que et égal. L'expression EQ peut être utilisée de la même façon que le signe égal pour démontrer l'égalité entre le côté gauche et le côté droit. Si on veut préciser que la condition est respectée seulement si les termes ne sont pas égaux, on peut soit utiliser les lettres NE pour not equal, ou bien utiliser les signes plus grand que et plus petit que collés l'un à l'autre. Finalement, on peut préciser que la condition est plus grande ou égale, GE, greater or equal, qui est exactement la même chose que d'utiliser le signe plus grand que, suivi du égal, ou strictement plus grand que, greater than, GT, qui est exactement la même chose que d'utiliser le signe plus grand que. Les conditions peuvent être combinées, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs conditions,
Et entre chacune des conditions, un opérateur doit signifier, doit préciser en fait ce qu'on doit respecter comme condition. Le terme AND, entre plusieurs conditions, signifie que toutes les conditions doivent être vérifiées ou vraies pour que la suite d'opérations soit faite. Par exemple, si on a l'expression qui suit, alors, la valeur du paramètre A, si B est plus grand que 1,5 et C est plus grand que 3, est égal à 2, eh bien, la valeur de A sera égale à 2 si et seulement si le paramètre B est bel et bien plus grand que 1,5 et le paramètre C plus grand que 3. De façon plus générale, si la première condition est respectée de même que la seconde, alors A sera égal à 2. Dans tous les autres cas, dès qu'une des conditions n'est pas respectée, ou toutes les deux, la valeur de A sera égale à 0. On peut aussi utiliser le terme OR qui signifie ou, ce qui signifie qu'au moins une condition doit être satisfaite. Donc, si on avait le même exemple que précédemment, sauf qu'on place le mot-clé OR entre nos deux conditions, alors la valeur de A sera égale à 2 si au moins une des deux conditions est respectée. Donc, de façon générale, si B est plus grand que 1,5 et C est plus grand que 3, alors la valeur de A sera 2. Dès qu'une des deux conditions est vraie, alors A sera égal à 2. La seule situation dans laquelle A ne prendra pas la valeur 2, c'est lorsque les deux conditions ne sont pas respectées. Finalement, le XOR signifie qu'une seule condition doit être respectée. Donc, dans notre exemple précédent, si au lieu d'avoir OR, nous aurions XOR, alors A sera égal à 2 si une seule des deux expressions, des deux conditions est vraie. En d'autres mots, si B est plus grand que 5 et C que 1,5 et que C est plus grand que 3, puisque les deux conditions sont vérifiées, alors A ne prendra pas la valeur égale à 2. Les seuls cas où A sera égal à 2, c'est si une seule des expressions est vérifiée. Les conditions peuvent aussi s'appliquer sur l'appartenance à un ensemble donné. Prenons l'exemple suivant. Alors, nous avons l'ensemble I qui est composé de 5 biens et nous définissons le sous-ensemble agri de I qui comporte uniquement les biens agricoles, c'est-à-dire le blé, le riz et le maïs. Présumons que nous appliquons une taxe de 15% seulement sur les produits qui sont non agricoles. Alors, une façon de dire ceci serait de dire le taux de taxe sur le bien I, si ce bien-là est un élément de I, est égal à 0. Donc, si l'élément de I est inclus dans le sous-ensemble agri, alors la condition est vraie et donc le taux de taxation sera égal à 0. Ce que dit la condition qui suit, c'est si l'élément de I n'est pas inclus dans le sous-ensemble agri, alors la condition est vérifiée et donc une valeur de 0,15 ou de 15% est faite au taux de taxation. Le signe de dollar comme condition peut aussi être utilisé dans le cas d'opérations utilisant des indices. Ça peut être très pratique lorsqu'on veut filtrer les éléments à considérer dans une opération donnée. Par exemple, si je voulais évaluer le revenu de tarifs douaniers sur les biens agricoles, alors je ferais une somme sur I
Seulement pour les éléments qui font partie du sous-ensemble Agri. Notez que la condition apparaît immédiatement après l'ensemble sur lequel on impose une condition et juste avant la virgule. Donc, je calcule ici mes recettes douanières en multipliant le taux de taxation par le volume importé et par le prix à l'importation. Et je fais la somme seulement pour les produits agricoles, ce qui me donne le revenu de tarifs douaniers provenant de l'imposition de taxes sur les produits agricoles. L'utilisation d'expressions conditionnelles dans une opération qui utilise des indices peut aussi être utilisée pour contrôler le domaine sur lequel l'opération doit être faite. Par exemple, regardez ici, nous faisons la somme sur I d'une expression où Y apparaît au dénominateur. Alors, pour éviter des divisions par zéro, on pourrait préciser, bien, on fait la somme sur I, mais seulement si Y de I n'est pas égal à 0, de Z divisé par Y. L'utilisation d'expressions conditionnelles peut être extrêmement utile dans les opérations indices, également lorsqu'on souhaite agréger des données. Présumons que vous avez en main des données sur les importations, mais désagrégées dans des catégories qui ne correspondent pas à celles que vous souhaitez utiliser dans votre modèle. La correspondance entre les données sur les importations et les catégories de votre modèle sont les suivantes. Alors, supposons que dans votre modèle, vous avez deux catégories de biens, les biens agricoles et les autres produits, alors que les données sur les importations, elles, sont désagrégées par biens, c'est-à-dire pour le blé, le riz, le maïs, les autos et les ordinateurs. La syntaxe de Gans est la suivante. Alors, on définirait deux ensembles. Le premier ensemble définit la nomenclature des données de commerce, alors que la seconde, I, décrit la nomenclature qui sera utilisée tout au long de notre modèle, donc AGR et OTH pour agricole et autres. On établit ici via l'indice MAP la correspondance entre les deux nomenclatures. Ainsi, notre catégorie AGR, donc on voit bien que l'élément de I doit figurer en premier, comporte les trois éléments blé, riz et maïs, alors que le deuxième élément de mon ensemble I correspond aux autos et aux ordinateurs. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire concernant les ensembles multidimensionnels, je vous invite à réviser la leçon 5. Rappelons-nous que notre objectif est d'agréger des données, n'est-ce pas? Alors, on va définir deux paramètres. Le premier, c'est nos importations agrégées, c'est-à-dire en utilisant la nomenclature du modèle. Le deuxième paramètre, ici, ce sont les données en suivant la nomenclature des données de commerce, donc plus désagrégées, et qui est donc représentée en utilisant l'ensemble ici, I1, auquel correspondait l'ensemble des données de commerce. Ensuite, on agrège les importations. Alors, on dit les importations définies selon la nomenclature du modèle, donc la nomenclature I. C'est simplement la somme de mes informations au niveau I1, donc au niveau de mes données de commerce, mais je fais la somme seulement si la correspondance entre mes éléments de I et de I1 est respectée. À la fin de mon exemple, j'utilise la commande display pour faire afficher la valeur de IM
dans mon fichier de sortie et pour vérifier que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas fait d'erreur dans la correspondance de mes différentes nomenclatures. Et voilà, alors pour le bien agricole, je vois que la somme de 12 plus 43 donne bel et bien 55, donc les importations agricoles sont égales à 55. Et pour ce qui est autre, j'ai la somme de 250 plus 20 qui me donne bel et bien 270 qui correspond à mes importations d'autres produits. Pour conclure cette section sur l'utilisation du signe de dollar pour introduire une condition, voici quelques petits indices qui pourraient vous aider là, dans votre programmation. Lorsque vous avez plusieurs conditions, l'utilisation de différents types de parenthèses aide grandement à clarifier les expressions. Par exemple, cette ligne est probablement beaucoup plus facile à lire que celle-ci où nous avons utilisé uniquement des parenthèses rondes. De même, il est fortement suggéré de faire des affichages réguliers de la valeur des paramètres pour vous assurer que vos conditions ont été correctement introduites. Fait important, vous vous rappelez probablement des leçons précédentes qu'il y a des commandes GAMS, des options qui sont contrôlées par le signe de $. Alors, il est bien important de distinguer les options, par exemple $exit ou $title, du signe de $ utilisé pour introduire une condition. De ce fait, si vous désirez introduire une condition, le signe de dollar ne doit pas apparaître à la première position d'une ligne, ce qui indiquerait à GAMS que ce qui suit est une option contrôlée par un signe de dollar. Notez aussi que les conditions logiques ne peuvent contenir des variables. Seuls des paramètres peuvent être introduits sur les conditions ou, encore une fois, on peut faire des conditions sur l'appartenance ou non à des ensembles, mais pas en utilisant des variables. Nous allons maintenant voir différents types de commandes dont l'exécution est conditionnelle. Alors, la première commande que nous allons voir s'appelle loop et qui permet d'exécuter un groupe de commandes pour chaque élément d'un ensemble. La syntaxe est la suivante. Et tout ce qui est en italique est optionnel. Alors, loop est un mot-clé de GAMS. Comme la plupart, comme tous les autres opérations indicées, la commande loop se débute et se termine par une parenthèse et doit se terminer par un point-virgule. La commande loop est très pratique lorsque on veut faire des calculs itératifs. Nous allons prendre un exemple ici. Supposons qu'on veut calculer l'indice de population pour une période allant de, par exemple, 2014 à 2020. Alors, tout d'abord, je définis l'ensemble des périodes à considérer, donc 2014 à 2020, et je définis deux paramètres. Le paramètre POP, qui est mon indice de population, et le paramètre growth, qui est le taux de croissance de ma population. Notez que les deux paramètres sont définis sur l'ensemble T. Ensuite, j'assigne une valeur au taux de croissance de la population. Ici, j'ai présumé que le taux de croissance de la population était de 3%, peu importe la période. Évidemment, on pourrait avoir des taux de croissance de la population qui varient d'une année à l'autre. Je vais aussi définir la valeur de mon indice pour la première année égale à 100. Évidemment, là aussi, on aurait pu mettre des véritables chiffres de population. On aurait tout aussi bien pu utiliser un indice de 1 ou de 10. Alors, l'indice de population pour 2015 va être déterminé par la valeur de l'indice à la période précédente, ici 2014, plus le taux de croissance de la population.
Donc, la population en 2015 est égale à la population de 2014 multiplié par 1 plus mon taux de croissance de 2014. De même, l'indice de la population en 2016 sera déterminé par la valeur de l'indice à la période précédente, c'est-à-dire en 2015, plus le taux de croissance de la population en 2015. Et ainsi de suite. En d'autres mots, si on voulait généraliser la formule qu'on a écrite, alors on dirait que la population à la période t plus 1 est tout simplement égale à l'indice de population à la période t, multiplié par 1 plus le taux de croissance à la période t. Alors voici comment la commande loop fonctionne pour faire ce genre de calcul. Alors là, il est important de noter que la commande loop suivra l'ordre dans lequel les éléments de l'ensemble ont été entrés. Par exemple, étant donné que notre ensemble T est défini de 2014, le premier élément est 2014, l'élément suivant sera 2015 et ainsi de suite jusqu'à 2020. Donc, pour 2014, alors ce que dit l'opération ici, c'est T commence par 2014. La population en T plus 1, donc 2014 plus 1 nous donne 2015, est égale à la population de 2014, l'indice de population qui est ici défini à 100, multiplié par 1 plus le taux de croissance en 2014. Et Gams ira ensuite en remplaçant T par 2015, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier élément de l'ensemble T. Alors encore une fois, j'utilise la commande display pour m'assurer que le calcul a bel et bien été fait. Et ce qui devrait figurer dans votre fichier LST est ceci. Donc en 2014, mon indice est égal à 100, 2015, 103, en 2016, 106.09 et ainsi de suite jusqu'en 2020. Il y a aussi d'autres utilisations intéressantes de la commande loop. Par exemple, supposons qu'un utilisateur voudrait comparer différents scénarios utilisant exactement le même modèle. Alors, on pourrait définir les scénarios dans un ensemble. Ici, j'ai un ensemble SCEN pour scénario qui comprend deux éléments, FTA pour un accord de libre-échange et CET pour un autre scénario tarifaire qui serait un tarif extérieur commun. Alors, je définirais mon modèle et à la fin, je résolverai le modèle trade pour chacun des éléments de SCEN, c'est-à-dire sous le scénario de free trade, de libre-échange, et sous le scénario d'un tarif extérieur commun. La commande loop est aussi très utile lorsqu'on souhaite construire des fichiers de sortie. Et nous y reviendrons à la prochaine leçon où nous construirons des fichiers de sortie à partir du code GAMS. Alors voici quelques petits commentaires sur la commande loop. Alors notez que la commande loop s'effectue toujours sur un ensemble, mais peut aussi s'effectuer sur plusieurs ensembles. Dans un tel cas, les ensembles seront présentés l'un à la suite de l'autre, séparés par une virgule, et l'ensemble de mes ensembles sera présenté entre parenthèses avant la virgule qui précise que ce qui suit doit être exécuté pour chaque élément de ces ensembles. La commande loop peut aussi inclure différents calculs. Par exemple, dans l'exemple qui nous intéressait plus tôt, nous avons calculé la croissance de la population. On pourrait aussi avoir un indice du PIB. Notez que pour chaque commande, alors ici on a notre croissance de la population telle qu'on l'avait définie jusqu'à maintenant, on met un point-virgule à la fin, et sur la ligne suivante, on met le deuxième calcul, donc le PIB d'une année à l'autre évoluera selon le taux de croissance du PIB. Chaque calcul doit se terminer par un point-virgule et n'oubliez pas de
fermer, de compléter votre commande loop en mettant une parenthèse et un point-virgule. Notez qu'on ne peut pas faire de déclaration ou définir d'équation dans une commande loop. La commande if ressemble beaucoup à ce qu'on a fait précédemment en utilisant le signe de dollar pour introduire une condition. Alors, la commande if, donc si, permet l'exécution d'un groupe d'affectation sous des conditions logiques spécifiques. La syntaxe est la suivante. Tout ce qui est entre guillemets, encore une fois, est optionnel. Alors, if, else if et else sont tous les trois des mots-clés de GANS. Comme toutes les opérations indicées, la commande if débute et se termine par une parenthèse et par un point-virgule à la toute fin. Prenons un exemple afin d'illustrer comment on peut utiliser la commande if. Supposons que nous avons deux paramètres, PI et QJ, et supposons que les deux doivent être égaux à moins 1 si F est négatif. La façon dont on a procédé jusqu'à maintenant est de dire et de procéder comme suit. Alors, P de I, notre signe de dollar introduit la condition, donc si F est plus petit ou égal à 0, donc ce qu'on veut dire ici par F négatif est plutôt F qui est non positif. Donc, P de I serait égal à moins 1 si F est plus petit ou égal à 0. Et QJ serait égal à moins 1 également si F est plus petit ou égal à 0. Alors, on pourrait utiliser la commande if de la façon qui suit. Alors, vous voyez que c'est similaire. Alors, première des choses, j'ai mon mot-clé. J'ouvre une parenthèse. Je précise quelle est la condition à respecter. Ici, F plus petit ou égal à 0. Et j'introduis les différentes opérations à exécuter dans le cas où la condition est effectivement respectée. Donc, P de I égale à moins 1 et Q de J égale à moins 1. Chaque opération se termine par un point-virgule. Alors, la condition, vous remarquez qu'elle est exprimée exactement de la même façon que précédemment. Et mes deux calculs sont indiqués ici dans la commande if. Évidemment, si la commande est fausse, si la condition, n'est pas respectée ou si elle est fausse, les deux calculs qui figurent ici, c'est-à-dire P de I égale à moins 1 et Q de J égale à moins 1, ne seront pas faits. Compliquons un peu la situation. Alors, la première partie, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire P et Q sont égaux à moins 1 si F est plus petit ou égal à 0. Mais supposons qu'on veut préciser que si F est plus grand que 0, mais plus petit que 1, alors P est égal à 2 et Q est égal à 4. Si on utilisait le signe de dollar, on pourrait préciser les informations comme suit. Alors, P de I, si on a ici nos deux conditions qui sont exactement comme elles étaient. P de I, si F est plus petit ou égal à 0 est égal à moins 1, même chose pour Q. Et on précise ici, alors si P de I, si F est plus grand que 0 et F est plus petit que 1, sera égal à 2. Et même chose pour Q, sauf que la valeur qui lui est assignée est de 4. Dans la commande if, on procéderait ainsi. Alors, la première partie est exactement la même qu'à la diapo précédente. Else if dit en fait sinon, c'est-à-dire si F n'est pas plus petit ou égal à 0, si la première condition n'est pas respectée. Si F est plus petit que 1, donc on ajoute une autre condition si la première condition n'est pas respectée, alors P sera égal à 2 et Q sera égal à 4. Évidemment, si aucune des deux conditions n'est vérifiée, aucune assignation ne sera faite à nos paramètres.
Question d'ajouter un peu de piquant à cet exercice, nous allons rajouter une troisième condition. Alors, les deux premières conditions sont les mêmes qu'à la diapo précédente, mais on précise que pour toutes les autres valeurs de f, p doit être égal à 3 et q sera égal à 5. Alors, vous remarquez qu'avec le signe de dollar, ça se complique un peu et ça nous demande d'écrire un peu plus de lignes. Alors que si on utilisait la commande if, ce serait probablement un peu plus facile à lire. Alors ici, c'est exactement ce qu'on avait à la diapo précédente. Et else nous dit, sinon, c'est-à-dire, si la première condition n'est pas respectée, si la deuxième condition n'est pas respectée non plus, alors P de I sera égal à 3 et Q de J sera égal à 5. Petit commentaire additionnel sur la commande if. Alors, c'est peut-être plus simple d'utiliser un signe de dollar lorsque des conditions sont très simples ou portent sur un petit ensemble d'éléments ou d'équations assignées, alors que la commande if est peut-être plus appropriée lorsque les expressions sont plus complexes, comme on l'a vu au diapo précédente. Notez aussi que dans l'exemple qu'on a présenté, il y avait un seul else if, mais il pourrait y en avoir autant qu'il y a de conditions possibles ou de cas particuliers à prendre en considération. Tout comme la commande loop, il est impossible de faire des déclarations ou de définir des équations à l'intérieur d'une commande if. Une autre commande intéressante est la commande while, qui permet l'exécution d'un bloc d'affectation jusqu'à ce qu'une condition logique soit satisfaite. Alors, la syntaxe est la suivante. While est un mot-clé pour GAMS qui commence et se termine par une parenthèse et se termine par, encore une fois, un point-virgule. Alors, prenons un exemple. Supposons qu'un enfant entre à l'école primaire à l'âge de 6 ans et en sort à l'âge de 12 ans. Chaque année, l'enfant gradue au niveau scolaire suivant. Pour calculer le niveau scolaire atteint par l'enfant pour chacun des âges, on pourrait utiliser la commande while de la façon qui suit. Alors, je définis deux scalaires, donc deux paramètres, soit l'âge de l'enfant, qui est de 5 ans au départ, et son niveau scolaire, grade, qui est de 0. En d'autres mots, à l'âge de 5 ans, l'enfant ne va pas à l'école. Alors, avant de regarder ici cette étape, notons qu'on dit jusqu'à ce que, tant que l'âge est inférieur à 12, parce qu'à partir de 12 ans, on présume que l'enfant gradue à un cycle supérieur. Alors, le niveau scolaire est égal à ce qu'il était plus 1. Et l'âge évolue de la même façon, c'est-à-dire qu'on vieillit d'une année à chaque tour de la boucle au sein de la commande while. En d'autres mots, à chaque année, l'enfant est un an plus âgé et est inscrit au niveau scolaire suivant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 12 ans. Et je mets dans ma commande while une commande d'affichage de l'âge et du niveau pour bien voir quel est le niveau scolaire correspondant à chaque âge. Alors, si je faisais tourner ce petit modèle, dans mon fichier LST, je verrais que l'enfant, donc, à 6 ans est en première année, à 7 ans, il est en deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 12 ans, où il est en 7e année.
Une autre opération qui est intéressante pour le modélisateur est la commande for, qui permet d'exécuter un ensemble de calculs de façon successive pour différentes valeurs d'un scalaire. La syntaxe est la suivante. Alors, for est un mot-clé de GAMS qui, encore une fois, commence et se termine par une parenthèse et doit se terminer par un point-virgule. Notez que le premier élément ici, scalar name, est le nom d'un scalaire qui est défini précédemment, donc qui doit être défini avant d'utiliser la commande for. Start value est la valeur à laquelle on doit commencer jusqu'à la valeur où l'opération doit cesser. By increment est optionnel et par défaut sera égal à 1. Donc, on commence avec un scalaire à la valeur start value, on lui ajoute cette valeur incrémentale jusqu'à ce qu'on se rende à la valeur finale et tout ce temps-là, on exécute les calculs qui sont inclus dans ma commande. C'est évidemment plus simple si on prend un exemple. Prenons par exemple le modèle qui avait été présenté à la leçon 5. Vous vous rappelez, c'était notre exemple d'optimisation du client de chez McDo. Supposons que l'utilisateur est intéressé à voir comment une évolution du prix affecte les choix qui sont faits par le consommateur. Plus particulièrement, supposons que le prix des hamburgers s'accroît de 10 sous chaque année et débute à une valeur de 1,30 $. Alors, P souligné INC, c'est l'accroissement annuel du prix du hamburger. Alors, pour la première année, on dit que l'accroissement du prix est nul pour la première année, croît de 10 sous par année jusqu'à une augmentation de 50 sous. Alors, c'est ce que dit ici la première portion. L'accroissement est nul au départ. Le prix augmentera jusqu'à 50 sous par des bons de 10 sous à chaque fois. Ensuite, on dit le prix du hamburger est égal à 1,30 $, qui était son prix dans notre modèle, plus l'accroissement du prix. Alors, GAMS résoudra le modèle, tout d'abord pour le prix de 1,30 $ sans augmentation du prix, résout le modèle, recommence la boucle en augmentant le prix de 10 sous, puis de 20 sous, puis de 30 sous jusqu'à 50 sous et le modèle sera résolu successivement pour chacune de ces valeurs. Évidemment, dans les exemples que je vous ai donnés pour les différentes commandes, c'est-à-dire loop, while, if, for, etc., je vous ai simplement donné quelques exemples. Le guide d'utilisateur de GAMS décrit de façon beaucoup plus complète chacune de ces commandes. Votre devoir pour cette leçon, c'est simplement de programmer vous-même les différents exemples qui vous ont été présentés dans les diapositives précédentes, c'est-à-dire en utilisant des conditions introduites en utilisant le signe de $, mais aussi pour les différentes commandes d'exécution conditionnelles. Et pour chacun des exemples, vous devrez vérifier, en utilisant la commande display, que vos résultats sont exactement les mêmes que ceux qui ont été présentés au cours de cet exercice. Bon devoir!